Chapitre 7. À 2 jours et 27 lieues de Skoda, Druss, à la cadence d'un militaire habitué à la marche, approchait des vallées luxuriantes qui bordaient la forêt de Skultik. Il était à 3 jours de marche de Drosdelnock, et les signes de l'imminence de la guerre s'étalaient partout devant lui. Des maisons désertes, des champs laissés à l'abandon, et les seules personnes qu'il croisait se méfiaient des étrangers. « Ils se drapent dans leur défaite », songeait Druss. Arrivé en haut d'une butte, il put contempler un vallon où se trouvait un village composé d'une trentaine de maisons. Certaines étaient de facture vulgaire, mais d'autres montraient qu'elles avaient été minutieusement bâties. Au centre du hameau, il y avait une place, une auberge et une étable. Druss se massa la cuisse, essayant de soulager la douleur des rhumatismes qui faisaient gonfler son genou droit. Son épaule droite le lançait, mais c'était une douleur qu'il pouvait très bien supporter, un souvenir du passé, quand une lance ventriane lui avait transpercé l'omoplate. Mais le genou! Il ne tiendrait plus très longtemps, à moins qu'il ne se repose et qu'il mette une poche de glace dessus. Il se racla la gorge et cracha, puis il s'essuya la bouche et la barbe avec sa grosse main. « Tu es vieux, » se dit-il. « Inutile de prétendre le contraire. » Il boita pendant toute la descente jusqu'à l'auberge. Durant le trajet, il se demanda s'il ne ferait pas mieux de s'acheter une monture. Sa raison lui disait de le faire, mais son cœur, lui, refusait catégoriquement. Il était Druss la légende, et n'avait jamais eu besoin de monture. Infatigable, il pouvait marcher toute la nuit et se battre toute la journée. Cela remonterait le moral des troupes quand Druss arriverait à Drosdelnock. Les gens diraient « Grand Dieu, ce vieillard a marché jusqu'ici depuis Skoda !» Et d'autres répondraient « Évidemment, c'est Druss, il n'a jamais besoin de monture !» Mais sa raison lui disait d'acheter un cheval, qu'il pourrait toujours abandonner à la lisière de la forêt, à une quinzaine de kilomètres de Ladros. Personne n'en saurait rien. L'auberge était bondée, mais d'après l'aubergiste, il restait encore des chambres libres. La plupart des clients ne faisaient que passer. Il se rendait dans le sud ou à l'ouest en Vengria, un pays neutre. Druss paya sa note et monta dans sa chambre avec une poche de glace qu'il appliqua sur son genou après s'être assis sur le lit dur. Il n'était pas resté très longtemps dans la pièce principale, mais assez pour entendre certaines conversations et pour comprendre que beaucoup des hommes présents étaient des soldats, des déserteurs. En temps de guerre, il le savait bien, beaucoup d'hommes préféraient s'enfuir plutôt que de mourir. Pourtant, la majorité des jeunes gens en bas semblaient plus démoralisés qu'effrayés. Les choses allaient donc si mal à Drosdelnock. Il ôta la glace et draina les fluides loin de sa jointure à l'aide de ses gros doigts, qui exerçaient une forte pression, tant et si bien que la douleur lui fit grincer les dents. Finalement satisfait, il ouvrit son petit barda et en sortit un bandage en coton qu'il enroula autour de son genou. Il serra un grand coup et glissa l'extrémité du bandage dans les replis. Il passa sa cuissarde en laine et enfila sa botte noire. Il grogna lorsque le genou blessé se tendit. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre pour l'ouvrir. Son genou allait mieux, pas vraiment bien, mais suffisamment. Le ciel dégagé était bleu, et une brise apaisante ébouriffait sa barbe. Tout en haut, dans le ciel, un aigle tournait. Druss revint à son pactage et en sortit la lettre de Delnar qu'il avait pliée. Il retourna à la fenêtre pour avoir plus de lumière et défroissa le parchemin. L'écriture était large, ce qui fit ricaner Druss une fois de plus. Il n'était pas doué pour la lecture, et Delnar le savait. « Mon très cher camarade, alors que j'écris ce message, on m'annonce que l'armée Nadir s'est réunie à Gulgotir. Il semble évident qu'Ulric souhaite s'étendre vers le sud. J'ai écrit à Abalain. Je l'ai supplié qu'il m'envoie plus d'hommes, mais je n'en obtiendrai aucun. J'ai envoyé Virae voir Vintar. Tu te souviens de l'abbé aux épées, pour demander l'aide des 30. Je me raccroche à une chimère, mon ami. Je ne sais pas dans quel état tu seras quand tu recevras cette lettre, mais ici le désespoir règne. J'ai besoin d'un miracle, ou la drosse va tomber. Je sais que tu as juré que tu ne franchirais plus jamais ces portes,
Mais les vieilles blessures ont eu le temps de se refermer, et ma femme est morte à présent, tout comme ton ami Sieben. Toi et moi sommes les seuls encore en vie à savoir ce qui s'est réellement passé. De mon côté, je n'en ai jamais parlé. Ton nom à lui seul empêchera la désertion et rendra le moral aux troupes. Je suis harcelé de tous côtés par des officiers médiocres qui m'ont été imposés politiquement. Mais le plus gros boulet, c'est Gan Horin, le commandant en chef. C'est le neveu d'Abalein, un vrai maniaque de la discipline. Ici, on le méprise et je ne peux pas encore le faire remplacer. À dire vrai, je ne dirige plus. J'ai le cancer. Il me ronge un peu plus chaque jour. Ce n'est pas très honnête de t'en parler, car je me sers de ma propre mort pour te demander une faveur. Viens te battre à nos côtés. Nous avons besoin de toi, Druss. Sans toi, nous sommes perdus. Comme à Skeln. Viens aussi vite que tu le peux. Ton frère d'armes, le comte d'Elnar. Druss replia la lettre et la glissa dans une grande poche intérieure de son gilet de cuir. Un vieil homme avec un genou enflé et un dos arthritique. Si tu as misé tous tes espoirs sur un miracle, mon ami, il va te falloir le chercher ailleurs. Il y avait un miroir argenté à côté du lavabo, posé sur un coffre en chêne. Druss y contempla sévèrement son reflet. Les yeux étaient d'un bleu perçant, sa barbe coupée au carré, et la mâchoire qui se devinait en dessous bien ferme. Il ôta son aume en cuir et gratta ses épais cheveux gris. Tout en remettant son aume pour descendre dans la salle, de sombres pensées l'assaillirent. Accoudé au grand bar, il commanda une ale et écouta les gens discuter autour de lui. « Il paraît qu'Ulric a 1 million d'hommes, » disait un grand jeune homme. « Et vous êtes au courant de ce qu'il a fait à Gulgotyr ? Comme la cité avait refusé de se rendre, quand il s'est emparé d'elle, il a fait pendre et écarteler un défenseur sur 2. 6 000 hommes. Il paraît que le ciel était noir de corbeaux. Imaginez, 6 000. Est-ce que tu sais pourquoi il a fait ça ? Demanda Druss, s'immisçant dans la conversation. Les hommes se regardèrent les uns les autres et se retournèrent vers Druss. Bien sûr que je sais. C'est un sauvage assoiffé de sang, voilà pourquoi. Pas du tout, répondit Druss. Je t'offre à boire ? Il appela l'aubergiste et redemanda de l'ale. Il a fait ça pour que des hommes comme toi puissent ensuite le faire savoir dans les autres cités. Attends, comprends-moi bien, dit Druss, comme le visage de l'homme s'empourprait de colère. Je ne te reproche pas d'avoir raconté cette histoire. Il est naturel que les histoires se propagent. Mais Ulric est un soldat rusé. Suppose qu'il se soit emparé de la ville et qu'il ait célébré les défenseurs pour leur héroïsme. Les autres cités se seraient elles aussi âprement défendues. Mais de cette manière, il envoie la peur en éclaireur. Et la peur est une alliée puissante. Vous en parlez comme si vous l'admiriez, lança un autre homme, plus petit, avec une petite moustache blonde frisée. Mais c'est le cas, fit Druss en souriant. Ulric est l'un des plus brillants généraux de notre temps. Qui d'autre que lui, en 1000 ans, a réussi à unifier les tribus Nadir ? Et avec quelle simplicité ! La tradition Nadir veut que l'on combatte tous ceux qui ne sont pas de sa propre tribu. Avec 1 millier de tribus pensant la même chose, il était tout bonnement impossible qu'elle devienne un jour une nation. Mais Ulric s'est emparé de sa propre tribu, les têtes de loup, et a modifié la façon de guerroyer de tous les Nadirs. Chaque fois qu'il a conquis une tribu, il lui a laissé le choix suivant, se joindre à lui ou mourir. Beaucoup ont choisi de mourir, mais davantage ont choisi de vivre, et son armée a grandi. Chaque tribu conserve ses propres coutumes, et elles sont observées. On ne peut pas prendre un tel homme à la légère. « Un misérable traître, oui !» déclara un homme d'un autre groupe. « Il a signé un traité avec nous et maintenant il veut le rompre !»« Je ne défends pas sa morale, » dit Druss calmement. « Je fais simplement remarquer que c'est un bon général. Ses troupes le vénèrent. »« Eh bien, je n'aime pas la manière dont tu en parles, vieillard, » dit le plus grand des auditeurs. « Ah non » répondit Druss. « C'est que tu es un soldat, alors.
L'homme hésita. Il jeta un coup d'œil à ses compagnons et haussa les épaules. « C'est pas grave, expliqua-t-il. Oublions ça. »« Tu es un déserteur. » »« J'ai dit d'oublier ça, vieillard !» rugit le jeune homme. « Êtes-vous tous des déserteurs ?» s'enquit Druss en s'adossant au bar, pour mieux regarder la trentaine d'hommes qui étaient dans la salle. « Non, pas tous, » dit un jeune homme émergeant de la foule. Il était grand et fin, les cheveux noirs tressés sous un aume de bronze. Mais tu ne peux pas en vouloir à ceux qui le sont. « Laisse tomber, Panir !» cria quelqu'un. « On en a déjà parlé. »« Je sais. Pendant des heures, » ajouta Panir. « Mais ça ne change rien à la situation. Le Gan est un porc. Pire, il est incompétent. Mais en partant, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que vos camarades n'ont pas l'ombre d'une chance. » « Ils n'en avaient déjà pas au départ, » dit le plus petit avec la moustache blonde. « S'ils avaient un peu de jugeote, ils partiraient avec nous. »« Dorian, tu es un égoïste, » déclara doucement Panir. « Quand les combats vont commencer, Gan Orin sera bien obligé d'oublier son règlement débile. Et puis on sera de toute façon bien trop occupé pour y penser. »« Eh bien moi j'en ai assez, » répondit Dorian. « Astiquer les armures, hisser les couleurs, les marches forcées, les inspections nocturnes. Des punitions lorsqu'on salue mal, qu'on est mal peigné, quand on parle après l'extinction des feux. Cet homme est complètement fou. »« Si jamais on t'attrape, tu seras pendu, » dit Panir. « Il n'ose pas envoyer des gens à notre poursuite. Il déserterait aussitôt. Je suis venu à Drosdelnock pour combattre les nadirs. J'ai quitté une ferme, une femme et 2 filles. Je ne suis pas venu pour faire briller ma saloperie d'armure. »« Alors pars, mon ami, » déclara Panir. « J'espère que tu ne le regretteras pas plus tard. »« Je le regrette déjà. Mais ma décision est prise, » dit Dorian. « Je me rends au sud pour rejoindre l'entailleur. Ça, c'est un soldat. »« Est-ce que le comte d'Elnar est toujours en vie ?» demanda Druss. Le jeune guerrier acquiesça d'un air absent. « Combien d'hommes sont toujours à leur poste ?»« Quoi ?» dit Panir, prenant conscience que Druss était en train de lui parler. « Combien avez-vous d'hommes à Drosdelnock ?»« Qu'est-ce que ça peut te faire ?»« C'est là que je vais. »« Pourquoi ?»« Parce qu'on me l'a demandé, mon garçon, » répondit Druss. « Et d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais refusé de l'aide à un ami. »« Cet ami te demande de le rejoindre à Drosdelnock. Est-il fou ? Nous avons besoin de soldats, d'archers, de lanciers, de guerriers. Je n'ai pas le temps d'être respectueux, vieil homme. Tu devrais rentrer chez toi. Il n'y a pas de place ici pour les barbes grises. » Druss eut un sourire amer. « Tu es quelqu'un de direct, fiston. Mais tu penses avec tes fesses. Je manie la hache depuis le double de ton âge. Mes ennemis sont tous morts, ou aimeraient bien l'être. » Ses yeux s'embrasèrent, et il se rapprocha du jeune homme. « Quand ta vie se résume à une succession de guerres depuis 45 ans, il faut être drôlement doué pour avoir survécu. Et toi, mon garçon, tes lèvres sont à peine sèches du lait de ta mère. Tu n'es qu'un impubère en ce qui me concerne. Ton épée est jolie à ta ceinture, mais si je voulais, je pourrais te tuer sans transpirer une goutte. » Un lourd silence s'était abattu sur la pièce, et les spectateurs avaient tous remarqué l'éclat brillant au coin des sourcils de Panir. « Qui vous a invité à Drosdelnock ?» finit-il par dire. « Le comte d'Elnar. »« Je vois. Eh bien, le comte est malade, monsieur. Maintenant, peut-être avez-vous été un puissant guerrier, et peut-être l'êtes-vous toujours, et moi je suis très certainement un garçon impubère comparé à vous, mais laissez-moi vous dire ceci. C'est Gan Orin qui commande à Drosdelnock, et il ne vous permettra pas de rester, comte ou pas comte. Je suis sûr que vous avez bon cœur, et je m'excuse si vous pensez que je vous ai manqué de respect, mais vous êtes quand même trop vieux pour faire la guerre. »« Le jugement de la jeunesse !» clama Druss. « Généralement, il ne vaut pas grand-chose. Très bien, c'est contre ma nature, mais je vais te prouver ce que je vaux. Lance-moi un défi, mon garçon. »« Je ne comprends pas, » dit Panir. « Lance-moi un défi. Fais-moi faire quelque chose qu'ici personne ne peut faire. Et on verra bien comment se comporte le vieux. » « Je n'ai pas le temps de jouer à ces jeux, je dois retourner à la drosse. » Il se retourna pour s'en aller, mais les mots de Druss lui firent l'effet d'un coup de poing et lui glacèrent le sang. « Tu ne comprends vraiment pas, mon garçon.
Si tu ne me lances pas ce défi, je serai obligé de te tuer, car je ne supporte pas d'être insulté. » Le jeune se retourna. « Comme vous voulez. On se retrouve sur la place du marché. Qu'en pensez-vous » L'auberge se vida, et la foule forma un cercle autour des deux hommes sur la place du village. Le soleil commençait à taper, et Druss prit une grande inspiration, se réjouissant qu'avec le printemps, la chaleur soit revenue. « Vous lancer un défi de force brute me paraît inutile, » dit Panir, « car vous êtes bâti comme un taureau. Mais comme vous le savez, la guerre, c'est l'endurance. Est-ce que vous connaissez la lutte ?»« On m'a déjà vu lutter, » répondit Druss en retirant son gilet. « Bien, alors vous allez pouvoir me démontrer votre adresse face à 3 hommes de mon choix à la suite. Vous êtes d'accord ?»« Ce ne sera pas très amusant de me battre contre 3 adversaires gras et douillés, » déclara Druss. Un murmure de colère agita la foule, mais Panir les fit taire en levant la main. « Dorian, Agir, Somine, acceptez-vous le défi de ce grand-père ?» C'étaient les 3 premiers hommes que Druss avait rencontrés au bar de l'auberge. Dorian retira son manteau et attacha les cheveux qui lui tombaient sur les épaules, juste derrière le cou, à l'aide d'une lanière de cuir. Druss discrètement testa son genou. Il n'allait pas fort. « Êtes-vous prêts ?» demanda Panir. Les 2 hommes acquiescèrent, et aussitôt Dorian se rua sur son aîné. Druss lança son bras et le saisit à la gorge. Puis il se baissa pour faire passer sa main entre les 2 jambes de Dorian, et le souleva. Avec un grognement et une forte poussée, il le propulsa à 3 mètres dans les airs. Dorian retomba comme un sac sur le sol dur. Il tenta de se relever, puis se rassit en secouant la tête. La foule éclata de rire. « À qui le tour ?» demanda Druss. Panir fit signe de la tête à un autre jeune homme, mais devant la peur évidente qui se lisait sur le visage du garçon, Panir fit un pas en avant. « Vous avez fait une belle démonstration, Barbe Grise. Vous êtes très fort et j'avoue mes torts. Mais je persiste à dire que Gran Orin ne vous laissera pas vous battre. »« Gamin, il ne m'arrêtera pas. S'il essaie, je l'attacherai à un étalon et je le renverrai à son oncle. » Soudain, un cri rauque déchira l'air et tout le monde se retourna. « Espèce de salaud !» Dorian était allé chercher son épée longue et marchait sur Druss, qui attendait les bras croisés. « Non !» ordonna Panir. « Range ton épée, Dorian !»« Recule ou dégaine !» lui répondit-il. « J'en ai assez de ces jeux. Tu penses être un guerrier, vieil homme? Alors montre-nous comment tu te sers de ta hache. Et si tu ne le fais pas, moi je fais trouer la panse. » « Fiston, » dit Druss, le regard glacé, « réfléchis bien à ce que tu vas faire. Car, ne t'y trompe pas, tu n'as aucune chance de survivre si tu m'affrontes. Personne n'y est jamais arrivé. » Les mots avaient été prononcés doucement. Pourtant, personne ne doutait du vieil homme, à part Dorian. « Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Prends ta hache !» Druss retira Snaga de son fourreau et empoigna le manche noir de ses 2 larges mains. Dorian attaqua et mourut. Il était allongé sur le sol, le cou à moitié tranché. Druss planta Snaga profondément dans le sol pour en nettoyer le sang. Panir était sous le choc. Dorian n'avait jamais été un grand épéiste, mais il savait se battre. Pourtant, le vieil homme avait réussi à dévier l'épée, et dans le même mouvement, d'une grande fluidité, il avait renvoyé le coup à l'expéditeur, sans même avoir bougé les pieds. Panir regarda le corps de son ancien compagnon. « Tu aurais mieux fait de rester à la drosse, » pensa-t-il. « Je ne l'ai pas voulu, » dit Druss. « Je l'avais même averti. C'était son choix. » « Oui, » répliqua Panir. « Je m'excuse de vous avoir parlé comme je l'ai fait. Vous nous serez d'une grande utilité, du moins je le crois. Excusez-moi, je dois les aider à enlever le corps. Vous joindrez-vous à moi pour un verre ?»« Je te verrai au bar, » répondit Druss. Le grand jeune homme brun que Druss aurait dû affronter s'approcha de lui lorsqu'il traversa la foule. « Excusez-moi, monsieur, dit-il. Je suis désolé pour Dorian. Il était colérique. Il l'avait toujours été. »« Il ne le sera plus, » fit Druss. « Il n'y aura pas de querelle avec sa famille.
annonça l'homme. Tant mieux. Un homme qui a une femme et 2 filles ne devrait pas être colérique. C'était un crétin. Tu es un ami de la famille? Oui, mon nom est Aguirre. Nos fermes étaient mitoyennes. Nous étions voisins. Alors, Aguirre, lorsque tu rentreras chez toi, j'espère que tu veilleras à ce que sa femme ne manque de rien. Je ne rentre pas chez moi. Je retourne à la Drosse. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Sans vous offenser, c'est vous, monsieur. Je crois que je sais qui vous êtes. Prends tes propres décisions. Ne me les fais pas porter à ta place. Je veux de bons soldats à Drosdelnock, mais je veux aussi des hommes qui tiendront le coup. Je ne suis pas parti parce que j'avais peur. J'en avais juste assez des règlements absurdes. Mais si des hommes comme vous sont prêts à se rendre là-bas, alors je me ferai une raison. Bien. Viens boire un verre avec moi un peu plus tard. Pour l'instant, je vais aller prendre un bain chaud. Druss se fraya un chemin entre les hommes qui bloquaient l'entrée et passa à l'intérieur. « Tu vas vraiment retourner là-bas, Aguirre ?» demanda l'un des hommes. « Oui, j'y retourne. »« Mais pourquoi ?» l'exhorta un autre. « Rien n'a changé, à part qu'on va devoir faire un rapport et qu'on sera certainement fouetté. » « C'est lui. Et il y va. Le capitaine à la hache. »« Druss? C'était Druss? » ?»« Oui, j'en suis sûr. » « C'est écœurant, » déclara un troisième. « Que veux-tu dire, Somine ?» lui demanda Aguirre. « Dorian. Druss était l'idole de Dorian. Vous vous rappelez pas comment il nous en parlait? Druss ceci, Druss cela. C'est une des raisons pour lesquelles il s'était engagé. Pour devenir comme Druss. Et peut-être même le rencontrer. » »« Eh bien, c'est fait, dit sombrement Aguirre. Druss, le brun Panir, le grand Aguirre et Somine, aux traits abrupts, étaient assis à une table dans la pièce principale de l'auberge. Autour d'eux, la foule s'était assemblée, attirée par la légende du vieil homme aux cheveux grisonnants. « Un peu plus de 9000, dis-tu? Combien d'archers ?» Don Panir fit balancer sa main. « À plus de 600, Druss. Les autres sont ce qui reste des lanciers, de l'infanterie, des piquiers et des ingénieurs. Le gros de l'effectif est composé de volontaires, des fermiers des plaines Centranes. Ils ont du cran. » « Si je me souviens bien, » se remémora Druss, le premier mur fait 400 pas de long et 20 de large. Il faut y mettre un bon millier d'archers. Et je ne parle pas simplement d'arcs. Il nous faut les hommes qui vont avec, capables de repérer leur cible à 100 pas. « Oui, mais on ne les a pas, dit Panir. Par contre, à notre crédit, nous avons presque 1 millier de cavaliers de la Légion. »« Enfin une bonne nouvelle. Qui les commande ?»« Gan Ogun. »« Le même Ogun qui a causé la défaite des Satuli à Corswain. »« Oui, répondit Panir d'une voix fière. Un soldat brillant, à cheval sur la discipline, mais ces hommes l'adorent. Il n'est pas très populaire auprès de Ganorin. »« Ça ne m'étonne pas, déclara Druss. Mais nous réglerons ça quand nous arriverons à Delnock. Qu'en est-il des réserves ? Là, nous n'avons pas beaucoup de problèmes. Il y a suffisamment de nourriture pour tenir 1 an. Nous avons découvert 3 nouveaux puits, dont un en sécurité au cœur même de la citadelle. Nous avons près de 600 000 flèches, une multitude de javelots et plusieurs centaines de côtes de mailles de rechange. En fait, c'est la ville qui nous pose problème. Elle s'est étendue du mur 3 au mur 6. Il y a des centaines de bâtiments entre chaque mur. Il n'y a plus de terrain dégagé, Druss. Une fois arrivé au mur 6, l'ennemi est quasiment devant la forteresse. Nous nous attaquerons aussi à ce problème dès que je serai arrivé. Y a-t-il toujours des brigands dans ce cultique ? Bien sûr. Quand n'y en a-t-il pas eu ? Répondit Panir. Combien ? Impossible à dire. 5 ou 600 peut-être. Est-ce qu'on connaît leur chef ? Là aussi, c'est dur à dire, hésita Panir. D'après la rumeur, un jeune noble dirigerait la bande principale. Mais vous savez comment fonctionnent ces rumeurs. Chaque brigand est un ex-noblio ou un prince. À quoi pensez-vous ? Je pense que ce sont des archers, dit Druss. Mais vous ne pouvez pas vous rendre à Skultik maintenant, Druss. Il pourrait vous arriver quelque chose. Il pourrait vous tuer. C'est vrai, tout peut arriver. Mon cœur pourrait lâcher. Mon foie pourrait avoir une défaillance. Je pourrais attraper une maladie. Un homme ne peut pas passer sa vie à s'inquiéter des imprévus. J'ai besoin d'archers. Il y en a dans Skultik. C'est aussi simple que ça, mon garçon. Non, ce n'est pas aussi simple.
Envoyez quelqu'un d'autre. Vous avez trop d'importance pour qu'on vous perde comme ça, lui dit Panir, en agrippant le vieil homme par le bras. Je suis un peu vieux pour changer ma façon d'être. L'action directe, y a que ça de vrai, Panir, crois-moi. En plus, elle a plein d'avantages, mais je t'en parlerai une autre fois. Et maintenant, dit-il en s'adossant pour s'adresser à la foule. Vous savez qui je suis et où je vais. Je vais vous parler sans embâge. Beaucoup parmi vous sont des déserteurs. Certains sont terrifiés, d'autres démoralisés. Je voudrais que vous compreniez ceci. Quand Ulrich s'emparera de Drosdelnock, les terres Draenei deviendront Nadir. Les fermes que vous possédez appartiendront aux Nadir. Vos femmes deviendront celles des Nadir. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas fuir, je le sais bien. À Drosdelnock, vous risquez de mourir. Mais tous les hommes meurent un jour. Même Druss, même Karnak n'a qu'un œil, même le comte de bronze. Un homme a besoin de beaucoup de choses pour supporter la vie. Une bonne épouse, des fils et des filles, des camarades, de la chaleur, de la nourriture et un abri. Mais par-dessus tout, il a besoin de savoir qu'il est un homme. Et qu'est-ce qu'un homme? C'est quelqu'un qui se relève quand la vie l'a flanqué par terre. C'est quelqu'un qui lève le poing vers le ciel quand une tempête a ruiné ses récoltes, et replante à nouveau. Et encore! Un homme n'est jamais complètement brisé par les méchants coups du sort. Peut-être que cet homme ne sera jamais un vainqueur. Mais quand il se voit dans un miroir, il peut être fier de ce qu'il voit. Il peut être tout en bas de l'échelle sociale, un paysan, un serf ou un déshérité. Mais il est invincible. Et qu'est-ce que la mort? La fin des ennuis, la fin de la lutte et de la peur. J'ai combattu dans bien des batailles. J'ai vu beaucoup d'hommes périr. Des femmes aussi. Dans l'ensemble, ils sont tous morts dignement. Souvenez-vous-en lorsque vous déciderez de votre avenir. Les farouches yeux bleus du vieil homme scrutèrent les visages dans la foule, jaugeant leur réaction. Il savait qu'il les avait convaincus. Il était temps de partir. Il fit ses adieux à Panir et aux autres, régla sa note malgré les protestations de l'aubergiste, et partit pour Skultik. Il se mit en marche. Il était furieux. Il pouvait sentir les regards posés sur son dos, comme l'auberge se vidait pour le voir s'en aller. Il était furieux parce qu'il savait que son discours était un mensonge. Et c'était un homme qui aimait la vérité. Il savait bien que la vie pouvait briser les hommes. Parfois, un homme fort comme un chêne pouvait se recroqueviller complètement à la mort de sa femme, ou si elle le quittait, parce que leurs enfants souffraient ou mouraient de faim. D'autres, forts aussi, pouvaient être brisés s'ils perdaient un membre, ou, pire encore, l'usage de leurs jambes ou de leurs yeux. Chaque homme avait son point de rupture. Peu importe la force de son esprit. Quelque part au plus profond de lui, il y avait une faiblesse que seul le destin, par un affreux caprice, pouvait trouver. Au bout du compte, la force d'un homme naissait de la connaissance de sa propre faiblesse. Druss le savait. Sa peur à lui, c'était de devenir sénile, de radoter. Rien que d'y penser, il frissonna. Est-ce qu'il avait vraiment entendu une voix à Skoda, ou est-ce que cela n'avait été que ses propres terreurs qui le rappelaient à l'ordre? Druss, la légende. L'homme le plus puissant de son époque, une machine à tuer, un guerrier. Et pourquoi? Parce que je n'ai jamais eu le courage d'être un fermier, se dit Druss. Et puis il rit, ce qui fit disparaître toutes ses idées noires et ses doutes. C'était un de ses talents à lui. Il y avait un je ne sais quoi de positif dans l'air aujourd'hui. Il se sentait en veine. S'il restait sur les sentiers battus, il finirait bien par tomber sur des brigands. Un vieil homme seul était une aubaine à ne pas manquer. Ce serait une vraie bande d'incapables s'il arrivait à traverser la forêt sans que personne ne le remarque ou ne s'occupe de lui. Comme il arrivait à la lisière de Skultik, la forêt devint de plus en plus touffue. Elle comptait des chênes gigantesques tout noueux, des saules gracieux, des ormes graciles, et toutes leurs branches étaient entremêlées à perte de vue. et bien au-delà.
se disait Drusse. Le soleil de midi lançait ses raies chatoyants à travers les feuilles, et la brise charriait l'écho de cascades miniatures, appartenant à des cours d'eau invisibles. C'était un lieu de beauté et d'enchantement. À sa gauche, un écureuil cessa de chercher sa nourriture, pour observer avec prudence le vieil homme qui passait devant lui. À son approche, un renard se tapit dans les fourrés, et un serpent se glissa sous un tronc d'arbre tombé à terre. Au-dessus de lui, les oiseaux chantaient, dans un chorus plein de vie. Durant tout l'après-midi, Drusse marcha, fredonnant de temps à autre des versions corsées et grivoises d'hymnes militaires de plusieurs nations. À la nuit tombante, il se rendit compte qu'on l'épiait. Il n'arriverait jamais à expliquer comment il pouvait ressentir ce genre de choses. C'était un picotement dans la nuque, comme s'il prenait conscience tout d'un coup que son dos était devenu une grosse cible. Quelle qu'en soit la raison, il avait appris à faire confiance à ses sens en la matière. Il dégagea légèrement Snaga de son fourreau. Quelques instants plus tard, il pénétra dans une clairière, au milieu d'une hêtraie. Ils étaient fins comme des bâtons et reposaient contre des chênes. Au milieu de la clairière, sur le tronc d'un arbre abattu, un jeune homme était assis. Il portait des vêtements verts qu'il avait dû coudre lui-même et des cuissardes en cuir. Il y avait une longue épée sur ses genoux et à côté de lui un grand arc et un carquois de flèches à peine d'oie. « Bonjour, vieil homme !» lança-t-il à l'approche de Drusse. « Leste et costaud à la fois, » pensa Drusse. En regardant de ses yeux de félin, l'homme se levait, l'épée à la main. « Bonjour à toi, mon garçon, » répondit Drusse, repérant un mouvement sur sa gauche dans les taillis. Un autre bruissement de tissu contre une branche lui vint de sa droite. « Qu'est-ce qui vous amène donc dans cette charmante forêt ?» lui demanda le jeune homme. L'air de rien, Drusse marcha jusqu'à un hêtre pas trop éloigné et s'assit, bien adossé à l'écorce. « Le désir d'être seul, » répondit-il. « Ah oui, la solitude. Et maintenant voilà que vous avez de la compagnie. Ce n'est peut-être pas votre jour de chance. »« La chance, ça va, ça vient, » rétorqua-t-il en souriant. « Pourquoi ne dis-tu pas à tes amis de nous rejoindre? C'est humide, un sous-bois. » Je manque à tous mes devoirs, pour sûr. Eldred, Ring, sortez de là, et venez dire bonjour à notre invité. L'air penaud, deux autres jeunes hommes se frayèrent un chemin dans la verdure pour venir aux côtés du premier. Ils portaient tous les deux les mêmes vêtements verts et les cuissardes de cuir. « Maintenant nous sommes au complet, » dit le premier. « Presque. Il manque le barbu avec l'arc long, » affirma Drusse. Le jeune homme se mit à rire. « Sors, Jorak, rien n'échappe à ce grand-père, semble-t-il. » Le quatrième homme sortit à découvert. Il était grand, au moins une tête de plus que Drusse, et bâti comme un bœuf. L'arc long ressemblait à un jouet entre ses mains. « Et cette fois-ci, mon cher, nous sommes bel et bien au complet. Soyez donc assez aimable pour vous délester de tous vos objets de valeur. Car voyez-vous, nous sommes pressés. Un cerf est en train de rôtir à notre campement avec des patates persillées. Je ne voudrais pas arriver en retard. » Il sourit comme pour s'excuser. Drusse ramena ses jambes puissantes sous lui et se releva. Ses yeux bleus brillaient de bonheur à l'idée d'une bataille. « Si vous voulez ma bourse, il va falloir la mériter, » dit-il. « Oh zut !» lâcha le jeune homme, tout en se rasseyant avec un sourire. « Je te l'avais bien dit, Jorak, que notre vieil ami avait des allures de guerrier. »« Et moi je t'avais dit qu'on avait qu'à lui tirer dessus et ramasser sa bourse, » répondit Jorak. « Cela n'aurait pas été très sportif, » dit le premier. Il se tourna vers Drusse. « Écoutez, vieil homme, il serait grossier de notre part de vous tirer de loin. Et là, nous avons un problème. Parce que nous devons prendre votre bourse, voyez-vous? Sinon, ça ne servirait à rien d'être un voleur. » Il fit une pause, partit dans ses pensées et reprit la parole. « À l'évidence, vous n'êtes pas riche. Par conséquent, quoi que nous prenions, ça ne devrait pas valoir grand-chose, ni que nous nous donnions du mal. Et si nous jouions cela à pile ou face? Si vous gagnez, vous gardez votre argent. Et si nous gagnons, nous le prenons. Je vous offre même un repas, du cerf rôti, qu'en dites-vous? » « Disons plutôt que si je gagne, je prends vos bourses et le repas, d'accord ?» demanda Drusse. « Allons, allons, mon vieux.
Ça ne se fait pas de prendre ses libertés alors qu'on essaye d'être amicaux. Très bien, alors. Que dites-vous de ça? Nous devons satisfaire à l'honneur. Est-ce que cela vous dirait de vous bagarrer avec Jorak ici présent? Vous avez l'air costaud, et lui est doué quand il faut en venir aux mains. Marché conclu, Lança Druss. quelles sont les règles? Les règles? Celui qui reste debout a gagné. Mais que vous soyez perdant ou non, nous vous inviterons à dîner. Je vous aime bien. Vous me rappelez mon propre grand-père. Druss eut un large sourire. Il plongea la main dans son paquetage et en sortit ses gantelets noirs. « Ça ne te dérange pas au moins, Jorak ?» demanda-t-il. « C'est la peau sur mes vieux os. Elle a tendance à craquer. »« Finissons-en, » dit Jorak en avançant. Druss marcha à sa rencontre, prenant la mesure de la largeur d'épaule impressionnante de l'homme. Jorak bondit, balançant un crochet droit. Druss esquiva et lança un direct, du droit également, qui s'écrasa dans le ventre de l'autre. Une explosion d'air jaillit de la bouche du géant. Druss recula d'un pas et lui décocha un crochet dans la mâchoire. Jorak s'écroula par terre, la tête la première. Il eut un soubresaut et ne bougea plus. « Les jeunes d'aujourd'hui, » dit tristement Druss. « Ils n'ont pas de résistance. » Le jeune chef gloussa. « Vous avez gagné, Père éternel. Mais attendez voir. Pour conserver un peu de mon prestige qui diminue à vue d'œil, donnez-moi l'occasion de me prouver meilleur que vous dans un domaine. Je vous parie ma bourse que je suis meilleur archer que vous. » « C'est pas vraiment honnête, mon garçon. Mais d'accord pour le pari. Avec cette modification, touche le tronc d'arbre derrière moi avec une seule flèche, et je te paie. » « Allons donc, mon bon monsieur. Où est l'art dans ce geste? Nous sommes à moins de 15 pas et la cible est large comme 3 mains. »« Essayez voir, » lui proposa Druss. Le jeune hors-la-loi frissonna, soupesa son arc et piocha une longue flèche dans son carquois en peau de biche. Avec un geste fluide, ses doigts puissants bandèrent la corde, et il tira la flèche. L'arc avait à peine vibré que Druss avait dégagé Snaga. La hache chanta en décrivant dans les airs un arc de cercle de lumière blanche. Elle trancha sur sa droite. La flèche du brigand explosa sous l'impact. Le jeune homme cligna des yeux et avala sa salive. « J'aurais payé pour voir ça, » articula-t-il. « Tu l'as fait, » dit Druss. « Où est ta bourse ?»« Malheureusement, » fit le jeune homme en sortant sa bourse de sa ceinture, « elle est vide. Mais elle vous appartient comme convenu. Où avez-vous appris à faire ça ?»« En Ventria, il y a des années. » J'ai déjà vu faire des choses assez incroyables avec une hache, mais ça, c'est limite incroyable. Je me nomme Flécheur. »« Je suis Druss. » Je le sais bien, mon vieux. Les actions comptent davantage que les mots.